À une seconde près, sur une vie de 24 ans, ça se joue à une seconde. C'est le moment où je perds mon frère d'un accident de moto. J'ai cette pensée qui me vient. Je serai un jour médium. Cette vie-là, c'est ma mère au bord du feu, qui tient un enfant dans les bras, qui est mon frère. Mon père à gauche, c'est nous réunis dans un moment suspendu d'amour. Est-ce que tu peux lui demander son prénom? Et il me dit Dams. Et Dams, c'était le surnom de mon frère. Il ne pouvait pas l'inventer. Je ne pouvais pas l'inventer. Je me souviendrai toujours de cette petite fille, d'un enfant de 10 ans qui est décédé d'un accident de voiture et qui dit à son papa « Ne t'en veux pas ». Johan est installé sur les canapés. D'abord, vous connaissez son visage. Ensuite, vous le suivez sans doute régulièrement sur les réseaux sociaux. Il fait partie de la production ABC Talk et je suis très content de prendre un peu plus de temps pour parler de son parcours. Johan, bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour Marc, très bien. Merci d'être là. Je suis content de te recevoir et puis de découvrir un petit peu plus en profondeur ton univers au travers évidemment de ce que tu vas accepter de nous raconter. Oui, bien sûr. Et de cette médiumnité avec un point charnière, une date charnière, une période importante. 14 ans, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. C'est le moment où je perds mon frère d'un accident de moto. Frère aîné? Frère aîné, que j'admirais beaucoup, 10 ans d'écart, donc il avait 24 ans. Et donc on apprend par le biais du téléphone, comme ça arrive à toutes les familles, beaucoup de familles en France en tout cas, cette mauvaise nouvelle. Et quelques jours après, donc du coup, mon père décide d'aller sur les lieux de l'accident. Et c'est là où j'ai eu ma première réalité en fait qui s'ouvre à moi, c'est le non-hasard. Puisque je comprends, on est allé voir ces lieux et on voit les circonstances exactes. C'est un camion qui coupe la route d'une moto qui est mon frère. Exact, tout à fait. Ouais. Donc c'est là où on prend conscience du non-hasard, parce qu'à une seconde près, sur une vie de 24 ans, ça se joue à une seconde. Il aurait pu se refaire les lacets, ne serait-ce que dans la journée, avant ou après. Et il oubliait, il évitait ce camion. Voilà. Donc 14 ans. 14 ans, évidemment, cette période d'adolescence qui n'est pas simple. Le fait de perdre une référence dans la famille. Comment est-ce que tu te construis à l'issue de dans la continuité? Alors, je suis issu, moi, d'une famille cartésienne à la base. Mon père était gendarme et ma mère coiffeuse, salon de coiffure, donc très cartésienne, rien à voir avec la spiritualité. J'ai fait, je crois, comme tout le monde. J'ai regardé des émissions, j'ai lu des livres. J'ai décidé de transcender mon deuil, puisque chaque personne vit son deuil de manière totalement différente. C'est une première émission, moi, que je tombe 2 mois après sur une émission sur la 6, où il y a Henri Vigneault qui est testé, qui est un médium. Célèbre médium, bien sûr. Célèbre médium. Et en fait, il teste Henri Vigneault, il lui bande les yeux, ils le font faire plusieurs tours de périph' à Paris, et puis il arrête un lieu, et il doit dire tout ce qu'il ressent à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable, c'est extraordinaire. Même les journalistes n'arrivaient pas à comprendre comment il arrivait à capter de l'information. Et à la fin de l'émission, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette pensée qui me vient. Je serai un jour médium. Voilà. Sans avoir de ressenti particulier, sans avoir de flash. Ouais. Pourquoi je le savais? Parce qu'il avait cette puissance et cette force d'apaiser les deuils. Et je trouvais ça extraordinaire, magnifique, de pouvoir apaiser un deuil que j'étais en train de vivre, de pouvoir apporter de l'espoir aux personnes qui vivent le moment le plus compliqué de leur vie, de leur existence. Et j'ai eu cette pensée-là, mais ça ne nourrissait pas d'ego de me dire, mais juste de savoir que je pouvais, moi aussi, un jour peut-être, et passer mon deuil et pouvoir aider d'autres personnes à le passer, c'est venu comme ça. Sauf que à 14 ans, quand on se dit ça, on prend ça comme une carrière professionnelle, où on se dit, professionnellement, je veux faire ça dans la vie. Et est-ce que déjà à 14 ans, tu as la notion de capacité avant d'envisager le côté professionnel des choses? Déjà, je ne le voyais pas comme professionnel, si tu veux, je voyais vraiment ça comme une aide. Ok, un accompagnement. Ouais, je ne savais même pas que c'était un métier, moi, médium. Je démarrais. Okay. C'est vraiment un accompagnement, de pouvoir passer des messages. Je trouve ça très, très beau. De relier 2 liens, de relier 2 mondes. Voilà. Et d'être le porte-parole ou le canal de ces 2 mondes. Voilà, c'est comme ça que j'avais quelques petits ressentis, mais comme tous les enfants, je crois. Je crois que les enfants sont nés tous médiums, en tout cas. Et après, c'est le mental et l'ego, et puis l'expérience qui fait que ça s'ouvre ou ça se ferme, le conditionnement familial, etc. Bien sûr. Voilà. Donc tu vas évoluer comme ça, mais ça n'en fait pas, encore une fois, un métier. On ne commence pas par ça. Non, vers quoi tu t'orientes alors, avant de te dire je vais aider?
Alors, il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Parce que j'ai toujours eu cette vision très curieuse de la vie. Hein, la vie, la mort. Et en fait, c'est quand on connaît le deuil qu'on met en opposition les choses. Hein, la vie, la mort et ce que nous traversons. Et donc, chemin faisant, des livres, comme je te l'ai dit précédemment, des vidéos. Et puis, je tombe sur un livre particulier, puisqu'il y a toujours, tu sais, des points particuliers dans nos vies, hein, des expériences. Ce livre, c'est Souvenirs dans l'au-delà de Michael Newton, qui est un hypnothérapeute américain des années 80, qui soigne des traumas. Et au cours d'une séance d'hypnose un peu particulière, un de ses patients se met à être sur un champ de bataille à Verdun et se fait embrocher par une baïonnette allemande. Donc on est aux États-Unis quand ça arrive, hein, dans les années 80, et Michael Newton ne connaissait pas du tout cette possibilité de vie antérieure, tout ça. Donc il a décidé de creuser le sujet. Il a fait des milliers de séances et il en a fait 2 livres extraordinaires qui donnent un petit peu un panel de ce que pourrait être l'au-delà, en tout cas, et des vies dites antérieures. Voilà. Est-ce qu'à l'époque, donc on sent bien que tu te nourris de tout ça, c'est ça. Et est-ce qu'à l'époque, ton frère, tu ressens quelque chose de particulier? Pas du tout. Rien du tout. Pas du tout. Rien du tout. J'ai des ressentis de lieu, en tout cas de présence, mais pas mon frère. Et puis je n'avais pas encore pris la décision d'entrer en contact avec lui. De 1998 à 2014, je n'avais jamais contacté de médium. Alors j'étais allé voir dans des salles de médiumnité. Des séances publiques, ouais. Et j'ai trouvé ça déjà impressionnant, qu'on puisse avoir des choses, des détails aussi précis, qui ne pouvaient parler qu'aux personnes endeuillées dans la salle. Par les médiums, mais je n'avais jamais eu de message, rien. Et je ne ressentais pas le moment non plus. Voilà, on a besoin de faire un chemin. Donc c'est pour cela que j'ai décidé par contre d'expérimenter moi-même cette façon de se transcender, d'être dans un état de conscience modifié, de faire la séance d'hypnose spirituelle dans le Lot en 2014. Et c'est là où ça a été une véritable révélation en tout cas. Et c'est ce que tu dis dans la fiche de prod où il se passe évidemment, il y a un avant et après cette séance. Ah, complètement. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu captes? Alors déjà, j'y venais vraiment de manière très curieuse. C'était la première expérience, je n'avais jamais fait de stage, rien. Et je trouve, donc le Lot en hiver, c'est pas joyeux. C'était un temps très gris, très pluvieux. J'arrive dans une maison très austère, en bois, au milieu des bois. La personne, pas très accueillante, et elle m'explique ce qu'est l'hypnose. Je ne savais pas du tout ce que c'était l'hypnose. Et il me dit, voilà, on va démarrer par une phase d'induction de 10-15 minutes pour essayer de faire tomber votre mental, et puis nous verrons ce qui arrivera. J'ai dit, bon, pourquoi pas? Ouais. Bon, au premier abord, j'ai eu quelques craintes, je dois lui dire, s'il me reconnaît aujourd'hui d'être assassiné, parce que j'ai dit, il peut m'assassiner sans problème, au milieu du Lot, il peut rien... Bon, personne ne sera au courant. Personne ne sera au courant. Je finirai au fond d'un jardin, je serai en état de conscience modifié. Ça se trouve, c'est un grand psychopathe. Et donc, pendant 20 minutes, j'ai un œil ouvert, un œil fermé. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit quand même, tu as fait 2h30 de voiture. Vas-y, joue le jeu, quoi. Joue le jeu, j'y vais, je me lance. Et donc, j'ai entendu dans ma tête un clac. Et j'ai basculé dans un dixième de seconde dans un corps qui n'était plus le mien, dans un autre temps. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a une espèce de dissociation qui s'est produite entre ma réalité et la réalité que je vivais au présent en plus. Alors, quel corps, quelle époque? Je me souviens encore de ces images, quoi. donc ça fait 12 ans que c'est passé, et pourtant, ce sont des images qui restent profondément gravées en nous, et toutes les personnes qui font des hypnoses spirituelles le savent, hein. C'est vraiment la différence entre un rêve qu'on oublie très vite, et une hypnose qui s'intègre en nous. C'est comme si on dépoussiérait cette existence. Je me retrouve dans un corps d'un enfant de 12 ans, au milieu d'un champ entouré de bois, habillé en guenilles, les pieds nus. Je me souviens encore de ses pieds pleins de terre. Et pourtant, j'avais un profond sentiment de liberté. Inconditionnel. Quel endroit? À quel endroit? Je ne sais pas. Je sais, les bois, je sais que je suis au Moyen-Âge. On arrive à identifier l'époque, en tout cas. Et cette hypnothérapeute entretient donc cet état de conscience modifié par des questions. Il me dit, on va aller à l'endroit où vous vivez. Et je me retrouve donc dans une petite clairière. Il y a une
une maison c'est un tas de pierres, un toit de chaume. Et je vois un homme massif en train de fendre du bois, et je l'appelle papa. Instantanément, je le reconnais. C'est en vous, ça ne s'explique pas. Et donc, je comprends aussi qu'on a plusieurs pères, on a plusieurs mères, on a plusieurs corps, plusieurs vies. Et c'est très immersif, du coup, hein, on entend les sons, on a les odeurs. Et je me souviens encore de cet homme d'une robustesse incroyable. Et ce que cette vie est venue m'apporter, parce qu'elles font toujours écho à votre présent. Évidemment. Toujours. Elles viennent débloquer ou viennent vous nourrir, en tout cas, quelque chose dans votre présent. Et parce qu'à un moment donné, il me dit, tu vas aller à l'endroit, au moment le plus heureux de cette vie-là. Le moment le plus heureux de cette vie-là, alors qu'on n'avait rien. Un toit de pierre, il y a une pièce. Le moment le plus heureux de cette vie-là, c'est ma mère au bord du feu, parce que je l'appelle maman, hein, qui tient un enfant dans les bras, qui est mon frère, mon père à gauche, et le feu au fond. Donc je te laisse imaginer ce tableau. C'était le moment le plus heureux. Voilà, c'est nous réunis dans un moment suspendu d'amour. Là, il y a une résonance aussi avec... Conditionnelle. Il y a une résonance avec ce que tu vivais et Exactement. Le décalage de la disparition de ton frère. Tout à fait. C'est ça, en fait, le bonheur. C'est des moments aussi simples, suspendus, qui ne durent pas toute une vie. Voilà. Et ça, donc après, j'ai eu d'autres vies. Je me suis retrouvé en Espagne, je me suis retrouvé en Italie. Et puis, je suis exécuté sur une place publique en Italie. Et je me retrouve dans ce qu'on pourrait appeler plus communément l'entre-deux ou l'entre-monde. Et je suis accueilli, comme peuvent témoigner les gens qui font des EMI, je suis accueilli par des vibrations, d'autres qui ont des contours humanoïdes, et puis d'autres non. C'est vraiment de la vibration pure, mais d'un amour intense. Les mots, c'est ineffable quand on reçoit ça. On reçoit, c'est des vibrations qui nous connaissent, nous sommes elles sont nous, intérieurement. Et voilà, c'est un moment de pur amour. Salut, c'est Fabien Lefebvre en direct de La Réunion pour notre dernier événement de groupe. Si toi aussi tu veux changer, évoluer, te transformer, viens participer à un de nos événements. Tu vas sur le site ABC Talk, tu auras toute la liste des événements 2026. On se retrouve, on se met au boulot. C'est parti. Comme d'hab, ça fait la 3e fois que je fais ces événements et c'est chaque fois magique. Il y a toujours des nouvelles choses et vraiment c'était rempli d'amour et de bienveillance et c'est vraiment transformateur. Et je souhaite à tout le monde en fait de vivre une expérience comme ça une fois dans sa vie. Toute cette expérience-là, donc il y a un avant évidemment et un Exactement. après, mais ça n'en fait pas de toi un médium. Non. Alors, en tout cas, ça a débloqué quelque chose. Quand il m'a sorti de mon état de conscience modifié, déjà, pour moi, ça avait été extrêmement court comme temps. Oui. Pour moi, ça a été très court. Et pourtant, voyage intense. Et voilà, il me dit, mais non, ça fait 2h30 qu'on est... Donc, j'ai pas vu le temps passer. Donc, là aussi, une grande leçon sur le temps, sur notre notion du temps. Et je suis rentré de l'autre, comme je le dis dans d'autres interviews. Je ne sais pas comment je suis rentré. D'accord, j'étais encore connecté sur autre chose. Chez toi, tu parles. Parce que, exactement, je suis rentré chez moi, je ne sais pas comment. Je suis arrivé chez moi, mon ex-femme a eu du mal à me reconnaître parce que je pense qu'on a... quand on est baigné d'une autre énergie, notre physique change. J'ai pu le voir, puisque j'ai été praticien d'hypnose spirituelle, j'ai pu le voir sur des consultants qui, quand on connecte à une énergie, le visage se modifie, change. On ne brille plus de la même manière, en tout cas. Tu le fais encore aujourd'hui ? J'ai arrêté, j'ai plus le temps, Bon. parce qu'une hypnose spirituelle prend beaucoup de temps à préparer et à accomplir. Donc c'est pour ça que j'ai préféré me focaliser sur la médiumnité. Alors, la médiumnité arrive quand alors à ce moment-là ? À ce moment-là. À ce moment-là, dès le lendemain, j'ai des premières vibrations qui se présentent à moi, ce qu'on peut appeler
des esprits, j'ai des ressentis très forts, très puissants. Donc dans ma vie de matière, il y a une sorte de décalage qui commence à opérer, en tout cas, puisque je ne comprends pas à ce moment-là ce qui est en train de se passer. Et puis, je décide d'accueillir. C'est la différence entre les gens qui accueillent ou les gens qui repoussent. Exactement. Il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de « je deviens fou », il n'y a pas de… Non. On l'a tous. Oui. On a tous cette petite voix qui dit, mais est-ce que… Exactement, oui. tout ce petit passage qui nous dit, est-ce que c'est réel? Donc c'est moi, il me faut ou… du tangible. Comme toi, tu disais, Ouais. il me faut du tangible, il me faut quelque chose que je puisse vérifier. Donc j'ai commencé déjà par vérifier tout ce que j'avais vu dans l'hypnose spirituelle, les dates, les moments, des lieux, des prénoms que j'ai sortis, historiques par exemple. Donc ça j'ai pu le vérifier. Donc déjà ça a été un premier élément où j'étais comme fou, j'ai appelé l'hypnothérapeute, je lui ai dit vous vous rendez compte, c'est incroyable. Il était blasé, lui, c'était pas la première fois, mais moi j'étais comme un enfant dans un magasin de jouets. Et puis ensuite, donc ces ressentis, il a fallu que j'y mette des mots, il a fallu que je m'entraîne aussi. Donc j'ai commencé à demander des photos de personnes que je ne connaissais pas dans la famille de mon ex-femme. Et puis après, un peu plus large au niveau des amis. Et c'est là où je me suis aperçu qu'il y a une réalité entre ce que je recevais, et l'information que je transmettais et la réalité de cette information. À quel moment donc les choses s'officialisent réellement et tu acceptes cette mission quelque part et cet état d'être? Au moment du Covid. En 2020, donc on est en 2014 jusqu'en 2020, je chemine, je fais des consultations à ceux qui veulent. Voilà, vraiment, je ne demande rien, je suis dans cette démarche d'accompagnement. Je fais un métier très ancré à côté, je suis agent immobilier, donc bien dans la matière. Donc, mais ça me permet aussi d'avoir un équilibre. Encore aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir une autre activité, parce que ça me permet de tenir dans cette matière, dans cet ancrage. C'est très important pour moi, pour faire au mieux le lien. Et voilà, après, je comprends qu'il y en ait qui aient besoin d'être que dans la spiritualité, mais moi, j'ai besoin de faire autre chose. En tout cas, ça m'ancre durablement. Et donc, au Covid, quand tout s'est arrêté, le monde s'est arrêté, j'ai décidé de me lancer. Je dis, tiens, c'est le moment, ça doit être un signe. J'ai dit, je vais y aller, je vais me lancer. Voilà comment ça. Et donc, depuis 2020, exactement. Tu es au cœur de cette dimension-là, jusqu'à écrire. Tout à fait. Tu as écrit 2 livres, L'éveil avec les êtres de lumière, qui est sorti en 2021, et puis celui-ci, c'est le petit dernier. C'est le dernier, Yin Yang. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors Yin Yang, en fait, au fil de mes consultations et des années d'expérience, je me suis aperçu que nous avions une vibration, une couleur, en tout cas, qui s'incarnait dans un corps de matière, qui était plutôt soit yin, soit yang. Et donc, en fonction de notre couleur et des nuances, ça nous permet d'avoir soit des résonances d'interaction avec d'autres humains, le monde qui nous entoure, ou soit des dissonances qui nous séparent. Et donc, c'est comme ça que ce livre est né, pour comprendre déjà qui nous sommes avant de comprendre le monde. Qui es-tu alors? Moi, je suis un yin, par exemple, yin, d'accord. Ouais. Donc, c'est le féminin sacré. Donc, c'est décorrélé du genre, c'est-à-dire qu'on peut avoir une matière masculine et avoir une vibration féminine, ce qu'on pourrait appeler. Et toi, tu es yang, ça se voit, tu as une vibration masculine incarnée dans un corps masculin. Et donc, ça nous permet aussi, quand on sait la personnalité, en tout cas le profil que nous avons en face, de nous adapter, ou en tout cas d'adapter notre langage. Ça peut être dans des relations sociales, amoureuses, mais aussi au niveau des enfants. Par exemple, j'ai 3 enfants, je ne communique pas pareil avec mes 3 enfants, en fonction de leur vibration. C'est formidable. Mais alors, juste un truc, comment sais-tu que je suis yang? Ça se ressent, c'est plus fort que moi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer, à chaque fois on me pose la question. Pourtant, il y a une méthode. Là, il y a une méthode pour que les gens, eux, puissent le découvrir. Il y a un questionnaire, un quiz. Et puis, il y a des mises en situation, il y a des personnes que j'ai rencontrées qui sont dans ce livre, des consultants. Mais quand je suis en consultation guidante, c'est instantané. Je reconnais, je ressens, même à l'aveugle, la personne que j'ai en face de moi. Eh ben, c'est dommage que je sois tout yang. Parce que je trouve qu'avoir une sensibilité un peu féminine permet sans doute... je pense que c'est plus un atout qu'autre chose. Alors, c'est un atout d'avoir un yang. Parce que c'est grâce au yang que j'ai sorti ce livre. D'accord. Pourquoi? Parce que le yin est quelqu'un qui va procrastiner beaucoup, qui va être dans l'attente, qui va être dans l'intériorité, très attentiste, il va se laisser dépasser par le monde. Alors que le yang, c'est celui qui a la force d'action.
je prends cette image de la locomotive et du wagon. La locomotive, c'est le yang et le wagon, c'est le yin. Les deux vont travailler ensemble. Tu vas avoir besoin de yin pour apaiser, pour te rassurer. Et moi, je vais avoir besoin de yang pour avancer. Sinon, je n'avancerai pas. Et quels sont les défauts du yang alors ? Le défaut si du sa yang, qualité, c'est d'avancer, d'être dans la ténacité, dans le... C'est le jusque-boutiste. Okay. Il va aller jusqu'au burn-out. Il va aller jusqu'à s'épuiser. Parce qu'il va donner tellement d'énergie dans l'action qu'il oublie des fois de s'écouter. L'intériorité. Voilà ce que c'est son... Et le yin, qualité-défaut, donc Donc le défaut, effectivement, c'est qu'il n'avance pas. Il va procrastiner. Il n'a pas de locomotive, en tout cas, pour faire aboutir ses idées. Par exemple, j'ai des centaines d'heures de rush, de vidéos sur ma chaîne qui ne sont jamais sorties. Parce que c'est pas le moment, parce qu'on verra plus tard, parce que je ferai le montage. Voilà. Alors que le yang, c'est de suite, il est dans l'action. Il va tourner l'émission, il va la sortir. Et par contre, sa qualité, c'est son intériorité, son imaginaire. Il a un monde imaginaire très développé, le yin. Et il va venir apporter et nourrir ce yang-là qui est, lui, dans la matière. C'est pour ça que je dis que c'est bien d'avoir les deux. Exactement. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. C'est pour ça que quand on arrive à se déterminer, on va venir travailler, par exemple, son opposé. Moi, je vais venir travailler mon yang et je vais m'entourer intuitivement. Je me suis entouré d'amis exclusivement yang. Parce que c'est eux qui vont venir générer une activité chez moi. La locomotive. Exactement, de la locomotive. Parlons de ta médiumnité. Alors cette médiumnité, comment est-ce que tu procèdes ? Est-ce que tu fais partie de ces médiums qui ont besoin de support ? Est-ce que tu fais partie de ces médiums qui posent des questions, qui n'en posent pas Alors j'ai démarré avec support, voilà, pour nous rassurer. C'est-à-dire la photo. Exactement, et puis aujourd'hui je fais sans support. Voilà. Et je trouve que la plus belle des médiumnités, c'est quand l'esprit arrive, se décrit, vous fait ressentir ce qu'il a envie sur l'instant, ne plus se poser de questions. Au départ, j'étais très protocole, je suis ancien gendarme, donc c'était très protocole. J'allume la bougie à terre, je prépare mon cahier, mes fiches, j'étais assez organisé. Puis plus je me libère de tout ça, de tout ce protocole humain, plus les messages sont purs et intenses, et de la pure canalisation. Est-ce que tu te souviens d'une des médiumnités qui t'a le plus marqué dans tout ce que tu as fait ? Ce qui me marque le plus, oui, je m'en souviens. C'est la plus belle, une des plus belles. Il n'y a pas de plus belle en tout cas, mais c'est celle qui m'a marqué le plus. Je vais plutôt utiliser ce terme-là. Je me souviendrai toujours de cette petite fille, d'un enfant de 10 ans qui est décédé d'un accident de voiture et qui dit à son papa « ne t'en veux pas ». Voilà, c'est tout ce que j'avais sur l'instant. Je ne comprenais pas les circonstances. J'ai vu qu'il y avait un départ rapide. Et c'est après, donc c'est à la fin où le père m'explique que c'est au cours de le fait de rentrer à la maison qu'une voiture les a percutés et la petite est décédée, pas lui. Voilà. Et donc il vivait avec cette culpabilité monstrueuse. Je crois qu'on ne s'en remet jamais. C'est sûr. Et ça m'a énormément marqué, puisque moi-même étant père, ça m'a marqué et j'ai vu l'amour que j'ai pu transmettre. C'était pas mes mots. À ce moment-là, pour ce papa, je pense que ça l'a apaisé. Ça ne ramènera pas sa fille, ça ne ramènera pas son enfant. Mais en tout cas, c'est quelques mots qui ne sont pas de moi, qui ne viennent pas de ce plan de matière, ont pu transformer, ou en tout cas faire en sorte que ce papa continue sa vie. Voilà. La médiumnité publique, puisqu'il y a une grande tournée, évidemment, à l'heure où on enregistre cette émission, elle va démarrer dans quelques semaines. Médiumnité publique, c'est un exercice que tu aimes faire ? C'est le plus difficile. Sans doute. C'est pour ça que je l'ai accepté. C'est sans filet, hein. Exactement, c'est pour ça que je l'ai accepté, parce que ça nous permet, nous médiums, de travailler une autre médiumnité. La médiumnité confort à la maison, vous êtes tout seul dans votre... Là, c'est 300, 400, 500 personnes devant vous qui sont dans l'attente, donc on ressent toutes les énergies de la salle. C'est pour ça qu'à chaque fois que je démarre une médiumnité publique, je demande beaucoup de bienveillance et d'être le plus souple avec nous dans les messages. Parce qu'on a un stress, déjà on a notre stress, et puis on a le stress de la salle. Mais c'est la plus belle des médiumnités. Moi j'ai démarré comme ça en tant que spectateur, et j'étais tellement heureux des gens qui recevaient un message qu'au final,
Si j'avais pas de message, peu importe. Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Je crois que c'est aussi ça, pas la valeur ajoutée, mais en tout cas ce qui ressort de ces événements-là, c'est que au-delà du fait que tout le monde aimerait bien sûr recevoir un message, entendre les messages des autres, le réconfort, voire l'émotion que génère ce message-là, que les médiums captent, c'est quand même très très fort. Oui, parce qu'on génère à un moment donné, il y a un basculement entre le stress, la peur du début, puis cette attente de la salle, à un égrégore d'amour qui s'ouvre. C'est pour ça que moi je mets plusieurs jours à atterrir après. Il me faut bien 48 heures pour me régénérer de ça, parce que c'est quelque chose d'intemporel. La salle bascule dans une autre conscience, quand on décide vraiment de lâcher prise. Et quand vous avez 300 personnes qui se mettent à vibrer en même temps, c'est puissant. Ouais, c'est très puissant. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu fais cette médiumnité, tu parlais d'appréhension, et on peut comprendre évidemment le stress qu'il peut y avoir, et surtout aussi les questions que parfois les médiums, on pose aux médiums. Tout le monde n'est pas d'accord sur la médiumnité. Par exemple, sur l'aspect du temps. Il n'y a pas de temps, exactement, bien sûr. Sauf que vous avez des médiums qui disent, par exemple, attention, si vous voulez contacter un défunt, il faut attendre un certain laps de temps. Quelle est ton opinion sur ça ? Je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bon et de mauvais médium non plus, mais en fait, c'est la perception que tu vas y donner toi, la conscience que tu vas matérialiser dans cette matière. Si pour toi, dans ta conscience, il faut attendre 6 mois, et bien effectivement, tu n'auras pas de message, le médium ne captera pas de message, parce que dans ta conscience, tu l'as intégré. Partant du principe, moi, je ne pense pas qu'il y ait de temps. Je pense que, je l'ai eu en expérience, des esprits qui sont partis 48 heures, 72 heures après, et d'autres 10 ans, mais qu'on n'arrive pas à contacter. Donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec une question de temps, c'est une question de conscience, de volonté, d'amour à ce moment-là aussi, de connexion d'amour, c'est ça le lien. C'est pas l'amour qu'on peut ressentir entre deux êtres, c'est cette conscience universelle d'amour qui décide d'ouvrir ou pas ses portes, tout simplement. Sur la grande polémique, et c'est notamment les zététiques et autres personnes qui ne croient pas du tout en la médiumnité, qui nous disent que en fait ce ne sont que des vibrations du mal, et que, évidemment, c'est les forces du mal qui vous donnent ces informations-là, histoire de conforter les gens. Qu'est-ce que tu réponds à ça quand tu es face à une objection comme ça ? Quand vous avez en face des gens qui vous remercient de l'amour que vous leur avez apporté, ça serait des plans du mal qui nourriraient cet amour-là. J'ai un petit peu de mal à l'intégrer, pour ma part. Bien sûr que c'est une question que je me suis posée, parce que comme je te l'ai dit, moi je suis très ouvert à tout. J'entends tout, je veux croire à tout. Moi, je crois, quand des personnes disent « je communique avec les dragons, les lutins », peu importe, ça existe. Ouais. Ils ont décidé que ça existait, je suis tout convaincu existe. De ça. Voilà, moi, je suis convaincu de ça aussi. Moi aussi. Maintenant, c'est l'émotion qui vient s'imprimer en nous. Si l'émotion est positive et elle nous nourrit, ce sont forcément des vibrations d'amour, donc au-dessus de nous, qui nous dépassent, qui nous transcendent. Et effectivement, s'il y avait un côté obscur qui se charge de ne révéler que des messages d'amour, c'est plus vraiment un côté obscur. Exactement. Alors, tout va bien. Voilà, exactement. Mais pareil, la notion d'obscur et de lumière est très aléatoire. Des choses que tu vas trouver noires ou blanc, ça va être peut-être l'opposé pour moi. D'accord ? Donc, encore une fois, c'est très binaire. En tout cas, nous sommes dans un monde binaire, le yin et le yang. Et donc, l'humain avait besoin d'opposer deux énergies qui, pour moi, sont les mêmes, en fait. Mais qui, de par l'observateur, c'est-à-dire toi, qui va donner une couleur. Soit ça sera la lumière, soit ça sera l'ombre. J'espère que tout le monde comprend. Absolument, absolument. C'est très clair. Qu'est-ce que, du coup, la médiumnité a changé dans ta vie ? La médiumnité m'a permis d'emprunter un chemin de résilience. Au-delà de ça, tu as vu, j'ai un gros parcours de résilience, puisque ça me permet aussi de m'apaiser moi-même. C'est que ce rôle de thérapeute, je sais que je me soigne en soignant.
des âmes. C'est une expérience voilà, de thérapie universelle. Quand je donne, je sais que je vais recevoir. Et c'est plus fort que moi. C'est pour ça que tu as expliqué comment on arrive médium. Je n'en sais rien. Je n'ai pas la potion magique. Et je sais que plus vous allez exprimer, expanser de l'amour, du don, ce que tu peux faire toi aussi, eh bien, c'est là où tu reçois. On a souvent tendance à poser cette question aux médiums et notamment aux médiums parents. Est-ce que tu as un regard attentif sur ce que tes enfants peuvent éventuellement percevoir, recevoir, dire? Exactement. Mon petit, le petit du milieu, est médium. Voilà. La grande a de très belles capacités, mais elle a son chemin tracé dans la matière. On le voit déjà, hein, son mental. Et puis vraiment celui du milieu, Damien, Sora, médium, il les voyait déjà hein, dans la chambre, tout petit. Il m'appelait la nuit. Il te décrit bien la situation? Exactement. Okay. Et tu lui en as parlé ouvertement? Alors, il a 6 ans. Il sait ce que je fais. Est-ce qu'il a compris? Ça, c'est une autre chose. Mais je me souviendrai toujours de cette fois où... parce qu'on se pose toujours la question, est-ce que c'est un cauchemar quand il nous appelle en pleine nuit? Est-ce que c'est son imaginaire? Et il m'appelle en pleine nuit, il était 3h du matin. Je m'en souviendrai toute ma vie. Papa, il me dit, il y a un monsieur au bout de mon lit. J'ai ressenti parce que quand on rentre dans une pièce où il y a un esprit, le son est atténué et plus calme, plus doux. Mais tu ne le vois pas. Là, 3h du matin, je peux te dire moi, que je n'étais pas en forme. Quand je suis arrivé, c'était surtout voir ce qu'il avait mon petit, parce qu'il m'avait appelé en criant. Et donc, je n'ai pas senti de suite. Et quand il l'a dit, par contre, j'ai senti une présence à ma droite. Et je lui ai dit, bah, écoute, tout va bien, c'est OK. C'est pour ça que j'ai beaucoup de parents aussi qui m'appellent pour leurs enfants. Bien sûr. J'ai dit, il faut le rassurer dans un premier temps. J'ai dit, tout va bien, il est là pour ton bien, ne t'inquiète pas, il n'y a rien de négatif en tout cas à ce que tu es en train de vivre, mon fils. Est-ce que tu peux lui demander son prénom? Et il me dit, Dams. Dams. Et Dams, c'était le surnom de mon frère. Il ne pouvait pas l'inventer. À cette époque-là, il avait 4 ans. Il ne peut pas le dire. C'est impossible pour lui. Donc là, ça m'a figé. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il veut, Dams, en fait? Eh bien, tu lui dis... Alors, il me pose la question, mon fils, il me dit, surtout, tu lui dis au monsieur qu'il ne touche pas mes affaires. C'était la seule chose que mon fils, en fait, il était inquiet par rapport à ses jouets. Il ne voulait pas qu'on touche ses jouets parce que c'est un enfant très organisé. Et donc, voilà, et il s'est rendormi paisiblement parce qu'il avait compris que c'était de l'amour, en fait. Et donc, il n'a pas connu, évidemment. Non, il n'a évidemment pas connu ton frère. Non. Donc, son oncle. Non, il n'a pas connu. Et ce qui est assez incroyable. Et est-ce que ça s'est représenté, cette situation? Il a vu mon frère plusieurs fois, en tout cas. Mais comme il savait que maintenant ses jouets restaient à sa place et que cette vibration, en tout cas, n'allait pas lui faire de mal, c'était OK. Et est-ce que tu lui demandes pas à ce moment-là de décrire où il est, comment il est, à quoi il ressemble? Quand j'ai vu, il m'a dit très grand. Mon frère faisait 1m93. Et il me l'a décrit très grand, lumineux. Et c'est surtout voilà, son prénom qui m'a de suite marqué. Ça scotche tout de suite. De suite. Mais alors, ce qui est fou, c'est qu'il se présente... La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ton frère se présente à ton fils et pas à toi? Ah, c'est une excellente question. Je pense que dans mon deuil, et c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai dit, j'ai mis du temps à aller voir, à consulter un médium. Et d'ailleurs, le premier médium, ça a été plus de 20 ans après, c'était Henri Vigneault. C'était vraiment boucler la boucle. Voilà, j'avais déjà mes premières capacités et j'avais déjà fait des centaines de consultations. C'était important pour moi. Et pourquoi moi? Ça, c'est... Je pense qu'on fait toujours une sorte de... On se met nous-mêmes des barrières. C'est mon mental. Mon frère a bien évidemment dû essayer de communiquer avec moi. J'ai des 100 fois, voilà. Mais notre matière, notre mental nous met des barrières, nous dit, mais non, c'est toi, tu l'imagines, tu aimerais. Voilà. Par rapport à, je pense évidemment dans ces cas-là, à tes parents, ils ont été au courant de cet épisode? Non, ils l'ont pas. C'est difficile. Ils ont vécu le deuil vraiment. Il y a 2 phases de vivre un deuil. Soit on s'effondre, c'est ce qu'ont vécu mes parents. Ils ont effondré, ils s'en sont jamais remis. Soit on le transcende et le chemin que j'ai emprunté, à essayer de comprendre, et à essayer d'accepter en tout cas. Voilà. Donc j'ai
je n'ai jamais discuté de ça avec mes parents. C'est un regret ? Non, je pense que tout a une chose, tout a une réalité, tout a une raison d'être, tout a une raison de vibrer. Voilà, il ne faut jamais avoir de regrets en tout cas. Bon, et c'est OK comme ça. C'est OK comme ça. Bon, alors il y a une grande tournée évidemment, ça s'appelle Medium Nouvelle Génération, c'est la saison 2 avec tes 2 acolytes. Oui. Il y a Julie Singer et Rémi Picard. Voilà, donc ils seront tous les 3 sur scène. On va vous mettre le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact d'abord avec Johan, bien sûr, si vous voulez des consultations à distance, bien sûr. Oui, bien sûr. Hein, bien sûr, sans problème, distance, en visio. tout à fait, Voilà. Pas de support particulier aujourd'hui. Non. Maintenant, tout ça, c'est Ouais, lâché. exactement. On y va tranquillement. Il y a des personnes qui me contactent pour un esprit en particulier, donc je les autorise à m'envoyer une photo si elles préfèrent. C'est vrai que ça aide à la connexion du médium qui va focaliser son attention ou sa conscience sur un esprit en particulier. Donc c'est la personne qui le sent. Et aujourd'hui, évidemment, transmettre. Bien sûr, bien sûr. Former, transmettre et proposer... Je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau. En tout cas, c'est ce qui m'anime depuis le début et c'est ce qui m'anime avec cette première émission où je tombe sur Henri Vigneault à la suite du décès de mon frère. C'est de donner, de transmettre. La forme que ça prend, soit par des ateliers, comme je fais aujourd'hui, soit par des formations, soit par des journées, ou transmettre au travers de la saison Medium 2, où nous allons effectivement transmettre des messages. Voilà. Bon, t'es heureux ? Oui, très. Merci, en tout cas, de me donner cette chance-là. Merci à toi de nous faire confiance. Et je pense qu'effectivement, ce sera une très belle collaboration. On vous met les liens autour de la vidéo pour entrer en contact avec Johan. On vous met les liens des 2 ouvrages également. Je rappelle le premier, L'éveil avec les êtres de lumière. Tu as tes petits guides aussi ? Oui. Tu les connais aussi ? Non. Non ? Non. Alors, c'est très simple. Pourquoi ? Parce que je crois que quand tu poses la question de guide, c'est si j'ai... Ouais. Bien sûr. Je crois que c'est une infinité de guides, en fait, que nous avons, hein, d'accord ? Puisque c'est là où je parle d'ailleurs de la multiconscience dans le premier livre. Je pense que nous sommes, pas une conscience, mais des consciences qui sont sur des plans, sur un multiplan. Et donc, nous sommes des guides, les uns pour les autres, mais sur un aspect multidimensionnel. Voilà. Bon, alors donc il n'y a pas... Souvent, il y a des médiums qui nous disent « moi j'en ai 3 ». Ouais. Ils sont toujours là, c'est toujours les 3 mêmes. Ils me disent ce qu'il faut faire, pourquoi, comment, à quelle heure, etc. Oui, je sais, je l'entends et je l'accepte. Moi, je pense que c'est plus vaste que ça. Ça n'a pas de nom, d'ailleurs. Ça n'a pas de... Ce sont des sons, des vibrations. Une vibration, on ne peut pas le contenir dans une pièce, par exemple. Et alors, ce qui est assez incroyable, pour finir là-dessus, mais ce qui est assez fou, je ne sais pas si tu as ce même ressenti quand j'apprends le décès de quelqu'un, je me dis toujours, maintenant il sait. Bien sûr, exactement, j'ai le même. Maintenant, il sait. Exactement. Quand nous sommes débarrassés, alors on peut l'avoir avant de mourir, hein, on a des expériences, soit de décorporation, on a des expériences par l'état de conscience modifié. Des EMI. Exactement. Ou quand nous sommes déconnectés de notre mental, de notre ego, de notre matière, on se reconnecte à une conscience, c'est pour ça qui est beaucoup plus grande qu'une individualité aujourd'hui. J'ai fait cette expérience-là où moi je me déconnecte de mon prénom, de ma vie, de mes enfants, de ma matière, de ce que j'étais, ce que je représentais dans la vie terrestre. Et c'est tellement grand, c'est tellement vaste. Et c'est pour ça que je me permets de revenir sur cet aspect, un guide ou 2 guides. Mais c'est une infinité. L'humain a du mal avec l'infini. C'est tellement vertigineux pour lui que l'infini, ça lui fait peur. Alors que je pense que l'infini, au contraire, est l'unicité, c'est ce qu'il y a de plus beau. Dans cette pièce, par exemple, il n'y a qu'une conscience. Voilà, mais qui a pris la forme de Marc et qui a pris la forme de Joanne. Mais c'est la même conscience qui va se nourrir, qui va se poser des questions, qui va s'expériencer dans le bien ou dans le mal. Mais c'est ça l'expérience. On n'oublie pas Mathis le réalisateur. Parce que sinon, et Mathis le réalisateur. Sinon, voilà, mais il y a une même conscience en tout cas. Il y a boudage. Merci infiniment. Merci en tout cas pour ton authenticité. Merci de nous faire confiance. Belle tournée, belle conférence publique. Et je trouve qu'il y a quand même... je ne sais pas si à l'heure de notre grand départ, respectivement, on pourra quand même se dire on a peut-être fait des trucs pas mal quand même. Je crois qu'on se le dit, et je crois que c'est important de s'accepter tel qu'on est, avec nos qualités et nos défauts. Et je ne suis pas dans le développement personnel où il faut combattre nos marqueurs négatifs qui apparaissent négatifs. Je crois qu'il faut les accepter, s'accepter dans notre globalité. C'est ce qui fait notre richesse, c'est ce qui fait ta richesse aussi.
et cette richesse vient s'enrichir, d'accord ? Pas oublier que cette conscience universelle et d'unicité, nous sommes un petit grain de cette conscience-là, et quand nous additionnons tout ça, nous formons l'unicité. Merci Johan. Merci à toi. Merci infiniment. Vous commentez, vous partagez et surtout prenez contact avec Johan et regardez et suivez son actualité au travers de toutes les dates qui sont proposées un petit peu partout en France. En France pour l'instant, mais il y a évidemment d'autres appels francophones qui devraient suivre dans la foulée. Merci à tous et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut. Merci.